Salutations peuple de YouTube. Alors je vous reviens aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un jeu que je me suis acheté en Angleterre. Donc je suis allée à Birmingham et à Londres la semaine passée, donc du vendredi 24 au mardi 28 mars. Euh, et j'y ai trouvé le tarot Buffy qui vient de sortir. Je l'avais précommandé sur Amazon il y a un an, donc j'avais passé la commande à la seconde où je l'ai vu, donc c'était le 4 mars 2022, donc il y a plus d'un an. Il était censé sortir en octobre, il a été reporté, pas annulé, mais oui, reporté vraiment plusieurs fois. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience, parce que je suis une très grande fan de la série. Euh, donc je l'avais toujours pas reçu et bah, je l'ai vu chez Forbidden Planet. Donc c'est une chaîne de magasins en Angleterre qui vend toutes sortes de choses liées à l'univers geek, j'ai envie de dire. Donc c'est à la base, je pense que c'est majoritairement des comics. Mais ils se sont diversifiés aussi au fil du temps. Ils ont des mangas, ils ont des romans. euh, C'est mon chat qui rentre dans l'armoire qui fait bouger la porte. Euh, Ils ont aussi des livres qui s'intéressent voilà, au cinéma, à l'ésotérisme un petit peu. Ils ont un tout petit rayon. Voilà, toutes des choses un peu liées à la pop culture, j'ai envie de dire, un peu à part. Ils ont aussi beaucoup tout ce qui est des figurines, euh, des produits dérivés, enfin, toutes des choses qui viennent de la pop culture. Et assez récemment, ils ont commencé à avoir des livres sur l'ésotérisme et quelques tarots. Déjà l'année passée, j'en avais acheté un ou deux chez eux. Et quand j'ai vu le tarot Buffy, j'ai immédiatement annulé ma commande Amazon et je l'ai pris chez eux parce que déjà la joie de l'acheter en vrai, juste au moment où on le voit devant soi, je trouve que c'est quand même plus agréable que de commander sur Internet. Et même niveau prix, je pense que sur Amazon, il était à 25 euros. Et ici, en fait, donc, là-bas de base, il est à 23 livres, enfin 22 livres 99. Mais chez Forbidden Planet, il y a souvent des réductions, je suppose parce qu'ils ont des grands stocks, ou enfin, je sais pas très bien pourquoi, mais il y a souvent des produits avec voilà, des promotions de chez eux, quoi. Donc j'avais 5 livres de, de rabais sur le prix. Donc ça, on l'a fait à 18 livres. Donc je pense que, en gros, ça fait plus ou moins 25 euros. Mais peut-être un rien moins. Et de toute façon, j'avais tellement envie de l'avoir que j'ai sauté dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? J'ai regardé une seule fois les cartes très rapidement avec mon mari. Parce qu'il était, lui aussi adore la série. Il était impatient de. Il connaît pas le tarot, mais il était impatient de voir comment, voilà, quel était le graphisme du jeu, quel personnage ils avaient choisi. Donc il avait vraiment envie de regarder ça. Donc on a regardé ensemble, mais vraiment en mode on passe les cartes l'une après l'autre. On s'est pas du tout attardé, on s'est pas du tout attardé sur le jeu. On les a juste regardés, mais en un clin d'œil, j'ai vu à quel point ce jeu était d'une qualité incroyable. C'est-à-dire que en général, en général, je suis très déçue quand j'aime vraiment une licence et qu'il y a voilà, des choses qui sont développées autour de la licence. Souvent, je ressens que les gens qui l'ont fait n'ont pas été au bout de leurs pensées, que ça a été fait un peu trop vite, un peu trop grossièrement, avec des choses très évidentes dans l'idée de probablement de parler au plus grand nombre, de ne pas faire quelque chose de trop confidentiel. Mais j'ai l'impression que dans ce jeu, ils ont vraiment été au bout des choses. Ça a l'air magnifiquement bien pensé. Enfin voilà, les créateurs ont compris et connaissent vraiment la série. C'est pas des choses évidentes, c'est pas. Je voudrais juste vous donner les noms. Donc c'est écrit par, donc conceptualisé par
Kazé Gili, ici, et illustré par Carl James Mountford. Voilà. Donc, ces deux personnes ont fait un travail remarquable. Ce que je vais faire, voilà, pourquoi est-ce que je veux absolument vous le présenter rapidement. Donc, j'ai pas encore tiré les cartes avec, hein, c'est vraiment, on va faire carte par carte et je vais vous expliquer ce que je vois sur les cartes. C'est-à-dire que je connais vraiment très bien la série. Enfin, je pense que vous l'avez compris, hein, quand je ne suis pas du style à dire oui, je connais, je suis une experte, et puis en fait, pas du tout. Non, si je vous dis que je connais bien, franchement, je connais vraiment bien la série. Je l'ai vue un très 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 grand nombre de fois. C'est-à-dire que mon mari avait acheté les DVD au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque fois, pendant des années, on attendait la nouvelle saison, puisqu'on l'achetait dès qu'elle sortait. Et ces DVD, je les ai usés. Enfin, je les ai regardés un nombre de fois incroyable. J'ai en français et en anglais. Donc, quand j'étais plus jeune, je regardais en français. La VF est très chouette. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça se fait beaucoup moins de regarder en VF. Donc, aujourd'hui, je suis capable de voir que la qualité de la VF est inférieure à la qualité de la VO. Mais en tout cas, toutes les répliques, je les ai en VF dans ma tête. Ça m'a beaucoup aidé à apprendre mieux l'anglais aussi parce que en fait, je le mettais en anglais avec les sous-titres anglais. Donc les sous-titres qui sont censés être pour les personnes malentendantes. Et ça m'a appris, ça m'a aidé à améliorer mon anglais, notamment parce que Giles est anglais, donc c'est un autre vocabulaire. Pour la prononciation, ça me pose pas trop de problèmes, mais c'est un langage beaucoup plus riche que l'américain standard, sans vouloir être négatif par rapport aux Américains. Mais voilà, donc cette vidéo va partir dans tous les sens. Je pense qu'elle va être très 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 longue. Je sais pas si je pourrais la faire en une fois. J'aimerais bien pour garder ce côté spontané, mais je pense que ça va durer des heures. Donc, même moi, je sais pas si je vais tenir de parler aussi longtemps. Petite pause. C'est un thé noir parfumé au coin de chez Söstrengren. Donc on va faire carte par carte. C'est pas ça que je vous disais. Non, je connais extrêmement bien la série. Je l'ai vue un très 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 grand nombre de fois. Au fil des années, c'est aussi une série que j'ai grandi plus ou moins en même temps que Buffy, puisque quand j'ai commencé à regarder la série, elle était en école supérieure, tout comme moi. Puis elle est passée à l'UNIF plus ou moins au même moment que moi. Il y a eu peut-être genre 1 ou 2 années de décalage, mais en tout cas, les moments où j'ai vu la série, chaque fois c'est tombé, ça a fait écho avec ma propre vie. Puis elle commence à travailler, elle grandit, a toute une dimension plus sombre. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la série, allez la voir, ça c'est sûr. Si vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, regardez-la. C'est vraiment une série qui possède des niveaux de lecture nombreux. Mieux on la connaît, plus on peut profiter des subtilités. Voilà, même au niveau littérature, storytelling, c'est une série qui m'a énormément apporté pour le développement des personnages, le fait de raconter un processus de vie. Enfin bon, bref, la vidéo n'est pas censée être sur la série, mais voilà, j'ai du mal à contenir mon enthousiasme. En tout cas, ici, ce que je vais faire, donc, c'est vous montrer carte par carte, vous expliquer le lien que je fais entre la lame du tarot et le personnage qui est représenté, en lien avec la scène, d'où vient l'illustration.
parce que oui, je connais suffisamment la série que pour pouvoir resituer des scènes assez facilement. Ce que j'ai fait, c'est que là, devant moi, j'ai mon PC que j'ai ouvert sur un site qui s'appelle vivre-intuitif.com. Je vous mettrai en barre d'infos. C'est un site que j'aime beaucoup qui parle du Rider, le tarot Rider-Waite, donc le tarot classique, standard, anglophone, mais voilà, l'un des grands classiques du tarot. En tout cas, le tarot sur lequel beaucoup de nouvelles adaptations du tarot se basent en termes de structure, parce que je voudrais, pour chaque lame, repartir de l'interprétation de base, on va dire, même si je ne sais pas si on peut vraiment parler de base, mais en tout cas une interprétation classique, pour ne pas moi-même me faire influencer par ce que je vois dans le jeu Buffy. Voilà, pour ne pas prendre une version déjà transformée que j'aurais un peu recréée moi-même, qui pourrait fausser le lien que je fais entre le jeu et voilà, l'adaptation classique du tarot. Et aussi, je veux pas... enfin, voilà, il y a des cartes qui sont évidentes, mais il y a encore des cartes sur lesquelles je dois un petit peu réfléchir pour sortir les définitions. Donc j'ai pas envie d'attendre 10 minutes à réfléchir sans rien dire. Donc on va regarder la boîte. Donc on a cette très jolie illustration. C'est une texture mate, toute douce, avec du vernis sélectif que vous voyez ici. Une très jolie illustration dans les tons violet, indigo et rouge. À l'arrière, vous avez un petit aperçu des cartes, un petit résumé. Donc c'est édité chez Titan Books. Hop. Donc c'est une boîte cloche qui s'ouvre comme ceci. Je crois que c'est ça qu'on appelle une boîte cloche. Alors ici vous avez un pattern indigo foncé. Je ne suis pas sûre qu'on va voir. Ah si, un petit peu. Voilà. Il y a un ruban de couleur rouge. Nous avons un guidebook qui est très joli, hein, qui est toutes les pages sont violettes, avec chaque fois une représentation de la carte, ce qui est très pratique pour pouvoir lire le livre sans s'encombrer des cartes si on se balade. Je ne vais pas détailler le livre. Ce que je veux vraiment vous faire ici, c'est bien, ça fait 13 minutes, je commence à vous expliquer ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est vraiment une analyse personnelle et spontanée de chaque carte. Je ne veux pas me laisser influencer par le livre. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo basée sur la lecture du livre par après, si je me rends compte que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis trompée ou que l'auteur a rajouté des détails que moi j'ai oubliés. Mais voilà, donc je ne peux pas vous parler du livre, je ne l'ai pas lu et c'est pas de ça qu'on va discuter maintenant. Donc les cartes se présentent comme ceci. Hop. Et donc à l'intérieur, nous avons ces petites illustrations. Donc une partie des suites est renommée. Donc pour les épées, c'est les scythes, donc les haches. Les bâtons sont des pieux. Les coupes sont des calices, comme la plupart du temps dans le Rider-Waite. Et je pense que les deniers sont des pentacles, comme le Rider-Waite classique, normal. Alors, le dos des cartes se présente comme ceci. Donc nous avons un losange avec un soleil qui évoque presque un bouclier, le cœur du soleil. Ici on a un rappel des différentes suites et là on a la même illustration que dans le couvercle de la boîte. Les tranches sont neutres. Je pense que je vais les faire en... Je ne sais pas encore si ce sera en rouge ou en violet ou indigo. Enfin, je verrai dans les marqueurs que j'ai
ce qui va le mieux avec, avec l'illustration du dos. En rouge, ça peut être sympa quand même, pour évoquer le sang aussi, puisque bon, quand on parle de vampire, c'est quand même une chose importante. Je ne sais pas encore, on va voir. Qu'est-ce que je peux vous dire en gros sur la structure? Il y a des bords. Donc, il y a un bord tout autour qui ici est violet. Il n'est pas non plus du même violet sur toutes les cartes. Hein. Si vous voyez, là, il est beaucoup plus foncé que là, par exemple. Et il y a des cartes sur lesquelles il est bordeaux. Ici, il y a de l'indigo aussi. Ici, il y a du rouge. Ici, on a du violet très très pâle aussi. Il y a une sorte de beige, là. Donc, on reste dans les mêmes gammes de couleurs. Il y a une grande cohérence. Mais c'est pas... voilà, si je vous montre en gros, c'est pas tout uniforme et c'est pas par suite. C'est-à-dire que c'est pas une suite est rouge, une suite est violette, une suite est mauve, une suite est beige. Non, c'est peut-être que ça a une signification liée à la carte. Peut-être que l'illustrateur a cherché à avoir ce qui mettrait le plus en évidence la beauté de la carte. Je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose que je pourrais analyser sur le long terme, mais en tout cas pour le moment, je ne sais pas. En termes de qualité, on a des cartes extrêmement souples, mais de bonne qualité parce qu'elles reviennent très bien en forme. Moi, j'aime beaucoup les cartes souples parce que j'aime mélanger les cartes en flip américain. Je pense que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est très très important de mélanger, de rajouter cette étape à la préparation de mon tirage. Donc, ça me dérange quand les cartes sont trop épaisses parce que du coup, j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas beaucoup de force dans mes mains non plus. Par contre, d'un point de vue taille, les cartes sont rien grandes. Moi, j'ai des petites mains et j'ai pas beaucoup de force, donc j'arrive à les prendre, mais c'est pas très confortable. Donc, je pense que je devrais les prendre dans l'autre sens. Ce que j'aime pas trop, mais qui arrive très souvent parce que je vous dis, j'ai vraiment des petites mains. Voilà, et j'ai pas du tout envie de couper les bords parce que je trouve cette diversité de couleurs très très belle. Ça rajoute quelque chose, donc voilà, je pense pas que c'est le jeu que je vais couper. 18 minutes, on va commencer. Tout va bien. Je suis désolée, cette vidéo va durer des heures et des heures. Je pense que je vais la faire en plusieurs fois. On va voir. Bref, commençons. Alors, pour la carte du fou, ils ont choisi Alex. Donc en français on dit Alex, en anglais ils disent Xander. Donc son vrai nom c'est Alexandre ou Alexander. Et il y a différentes manières de faire un diminutif en fonction de la langue. Xander, je pense que c'est assez spécial comme diminutif. Je pense pas qu'en anglais la plupart des Alexandres se font appeler Xander. Je ne pense pas. Après, corrigez-moi si je me trompe. Donc le fou, dans le rider, à l'endroit. Donc c'est un nouveau départ ou une opportunité, un voyage, faire le foufou, l'innocence, l'insouciance, la liberté. À l'envers, l'inconscience, les actes non réfléchis, être mal préparé, danger possible, se comporter comme un gamin. Alors, je vais dire cette phrase pour toutes les cartes, mais donc le personnage est extrêmement bien choisi pour la carte. Donc, clairement, le côté, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, on retrouve vraiment la symbolique du personnage d'Alex. Hein. L'idée, faire le foufou. Alex est quand même un peu le personnage comique dans la série, celui qui fait tout le temps des blagues. L'innocence, l'insouciance, donc pour les côtés positifs, ça représente très bien le personnage. Pour le côté négatif aussi, donc l'inconscience, les actes non réfléchis, se mettre en danger, être mal préparé, se comporter comme un gamin, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher au personnage qui, tout au long de la série, se met très souvent en danger, bon, avec beaucoup de cœur, mais et pour aider ses amis, pour essayer de faire les bonnes choses à chaque fois. Mais clairement, c'est un peu le personnage qui se met en danger un grand nombre de fois. Bon, ça lui coûte même un œil hein, dans la dernière saison.
avec le prêtre Caleb qui lui crève un œil. Donc voilà, la carte est extrêmement bien réfléchie. Un autre truc qui est très bien fait sur l'ensemble du jeu, c'est les vêtements. C'est-à-dire que cette vidéo va être longue. Quand j'étais plus jeune, j'ai regardé l'une des nombreuses fois où j'ai regardé la série, je me suis amusée à noter dans un carnet, à décrire toutes les tenues de Buffy. Je l'ai fait pour les 7 saisons. Donc, le fait de l'avoir écrit et le fait de l'avoir observé avec attention, ça a fait que j'ai bien retenu finalement les tenues, bon, surtout de Buffy, c'est elle qui m'intéressait le plus, mais finalement de tous les personnages. Et les tenues sont extrêmement bien représentées sur les illustrations. Ça n'a pas été fait au hasard. Je me demande si cette chemise, c'est pas la chemise qu'il a dans l'épisode où il se fait frapper par le fourreau la Gemina. Donc c'est l'épisode où il se fait scinder en deux, où il y a tous les bons côtés du personnage dans un corps et tous les mauvais côtés du personnage dans un autre corps. Et ça, je pense que c'est la saison 5 ou 6. Je vais vérifier. Ce qui est rigolo, c'est que le fait de séparer Alex en deux entités, c'est une chose qui est réalisée par un démon qui s'appelle Thoth, donc comme l'un des types de tarot. Donc je trouve ça rigolo de retrouver ça. Oui, c'est bien la saison 5. Et en effet, en voyant les images, c'est bien je pense que c'est bien une référence à cet épisode-là. Vu les vêtements, la chemise ressemble vraiment fort et le t-shirt a vraiment exactement la même couleur. Donc je pense que c'est une référence à cet épisode-là. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est rigolo que je me sois dit qu'aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, la description du fou correspond vraiment à la description d'Alex, parce que justement c'est le côté lumineux et le côté sombre du personnage qui est développé dans cet épisode. Ça vous montre à quel point je pourrais avoir beaucoup de choses à dire sur chaque carte. Je prétends pas que ce sera la vidéo la plus intéressante du monde et que je suis la personne qui a le plus de choses à dire, mais voilà, on va avancer je pense. Alors, pour la carte 1, donc le magicien ou le battleur dans le Marseille, ils ont choisi Willow, ce qui paraît assez logique puisque c'est une sorcière, hein, bon pas dans la première saison, mais assez rapidement elle s'intéresse à la sorcellerie. Le magicien dans le Rider, qu'est-ce que c'est? C'est le talent, la compétence, la motivation, la concentration, la confiance en soi. Et à l'envers, c'est les talents mal utilisés, faire fausse route et procrastiner. Donc, évidemment, c'était une évidence de choisir Willow pour cette carte, parce que c'est une sorcière, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'après le look du personnage qu'ils ont pris, qu'ils ont représenté ici, d'après le look, on est quand même dans les premières saisons. C'est-à-dire qu'au départ, Willow avait un look de... J'ai pas envie de dire d'intello parce que je trouve que pas tellement. C'est plus le look de la fille pas à la mode ou qui fait pas spécialement attention aux vêtements ou qui n'a pas les moyens non plus de s'habiller spécialement bien. Donc c'est assez représentatif de cette période-là. Et ce qu'on associe assez souvent aux magiciens, c'est ce potentiel. C'est pas l'idée d'être un magicien accompli, c'est pas l'idée d'avoir fait ses preuves, d'avoir tout le pouvoir, c'est l'idée de potentiellement être capable de développer des choses. Et c'est intéressant puisque au début de la série, Willow s'intéresse à la magie, oui, mais allez, entre guillemets, d'une manière
j'ai pas envie de dire superficielle, mais on n'imagine pas au début de la série que ça va devenir la, l'une des plus puissantes sorcières qui ait jamais existé. Parce que c'est ça finalement à la fin de la série. Euh, donc c'est vraiment cette idée qu'elle a un talent en elle, qu'elle ignore encore, euh, qu'elle est, qu'elle va être capable de le développer, euh, mais aussi malheureusement de mal l'utiliser à un certain moment, hein, puisque la fin de la saison 6 finalement, c'est avec la perte de Tara, elle va ben, sombrer dans les ténèbres et dans la folie à cause du chagrin. De nouveau, ça peut paraître évident et superficiel comme choix, mais il y a beaucoup de choses à creuser dans la carte. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a, quand même des chouettes trucs. Par exemple, ici, on a un bout d'un poster de Dingoes Ate My Baby, donc le groupe de musique de Oz, qui est son petit copain pendant une partie de la série. Et vous voyez qu'ici, on a... est-ce qu'on a tout qui est représenté? Ben, on a les calices, donc les coupes. On a le... Ah, c'est une épée qu'ils ont choisi, alors que les épées sont des haches. C'est marrant. Il y a un pieu, évidemment. Voilà, il y a sans doute d'autres choses à observer, mais je vais m'arrêter là. Alors, pour la grande prêtresse, nous avons Tara. Tara, donc, qui devient la petite amie de Willow dans la saison 4, si je dis pas de bêtises, oui, quand elles sont à l'UNIF. Et nous avons aussi Miss Kitty Fantastico, donc le petit chat que Willow et Tara adoptent. Parenthèse, il y a un énorme plot hole à propos du petit chat. C'est-à-dire que à la fin de la saison 7, ils font s'écrouler la ville pour refermer la porte de l'enfer. Et entre guillemets, tous les personnages importants se sont enfouis. Mais dans le bus dans lequel ils se sont enfouis, ils n'ont pas pris le petit chat. Et à partir du moment où on se rend compte de ça, ça met très très mal à l'aise. Bon, j'aime à penser que les chats se débrouillent toujours par eux-mêmes et qu'elle se sera enfuie, ou qu'on ne la voit pas mais qu'elle est quand même dans le bus. Mais voilà, en tant que scénariste, moi j'aurais pensé au petit chat. Parenthèse refermée. Donc, Tara est un excellent choix pour la papesse, donc la grande prêtresse. C'est un peu le personnage qui représente... c'est la gardienne. Pour moi, c'est la gardienne du secret de la magie. C'est-à-dire qu'elle pratique la magie depuis qu'elle est toute petite. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en elle. Bon, évidemment, on apprend tout au long de sa vie la magie, enfin, et tout d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a plein de choses qui sont passées dans ses réflexes, dans un savoir vraiment tellement ancien et tellement ancré qu'elle ne doit pas réfléchir aux correspondances. C'est elle aussi qui permet à Willow de s'améliorer en magie et d'explorer des choses beaucoup plus profondes. Donc c'est un peu la gardienne d'un secret. C'est quelqu'un de beaucoup plus discret. De nouveau, très bon choix de mettre Tara en grande prêtresse. Donc le rider nous dit que ça concerne l'intuition, l'inconscient, les mystères et les secrets. La notion d'intuition aussi est très intéressante chez Tara, puisque comme elle pratique depuis très longtemps, il y a beaucoup de choses qui sont devenues intuitives. Et la carte à l'envers représente donc la sagesse intérieure, l'intuition et la sagesse intérieure bloquées, garder ses secrets, perdre son être authentique. Choisir Tara pour représenter la grande prêtresse, je pense que ça s'adressait plutôt à la carte à l'endroit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la carte? Je crois qu'on est plutôt dans la saison 4 au niveau du choix des vêtements. Je pense que dans leur chambre à Willow et Tara, il y a aussi toutes ces petites lampes. Les cartes sont pas faites, rien n'est laissé au hasard. Tout ce que vous allez voir a une signification et vient de quelque part.
On a un cristal ici, puisque enfin, la magie est... La magie est mieux traitée dans Buffy qu'on ne pourrait le croire. C'est moins superficiel que ça peut être dans plein d'autres séries. Il y a quand même une chouette qualité. C'est pas parfait, je prétends pas que c'est parfait, mais je trouve qu'en termes de magie, les, euh, les auteurs se sont quand même bien documentés pour faire passer plein de choses en second plan, créer un univers euh, plausible, j'ai envie de dire. Ah bon, de toute façon, là, je vais vous parler que des côtés positifs. Alors, pour l'impératrice, ils ont choisi de représenter Drusilla. Donc, Drusilla, elle apparaît donc dans la saison 2, puisque les méchants de la saison 2, c'est le couple Spike et Drusilla. Elle revient plusieurs fois dans la série. Donc elle n'est pas que le méchant de la saison 2, hein, puisqu'elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas à la fin de la saison. Elle revient plusieurs fois. Elle revient aussi dans la série Angel, que j'aime moins, mais qui a des bonnes choses également. Donc, que nous dit le rider sur l'impératrice? Donc, à l'endroit, c'est la féminité, la beauté, la fertilité, l'abondance, la nature et Gaïa. Et à l'envers, c'est la création bloquée, la jalousie, la codépendance, la perte. C'est très intéressant d'avoir choisi un personnage, on va dire, négatif pour représenter l'impératrice, parce que c'est en général une carte qui est associée... Pardon. Ma lessive est prête. En général, c'est une carte qui est très appréciée et les gens associent souvent à la féminité et à la maternité. Moi, personnellement, c'est pas mon cas, mais c'est quelque chose qui revient très souvent. Je trouve ça intéressant d'avoir choisi pour représenter la fertilité un vampire, dans le sens où les vampires ne peuvent pas engendrer d'enfants. Est-ce qu'elle représente la féminité et la beauté? À mon sens, oui. Bon, ça c'est toujours une question de goût. Je pense que c'est quand même un bon choix parce que son côté, justement, son côté féminin, il y a des personnages où on se dit, tiens, ça aurait pu être un homme, ça aurait pu être une femme. Je trouve qu'elle est très féminine. Ce personnage est extrêmement féminin et le fait qu'elle soit une femme est très important dans le développement, dans ce qui lui arrive, de la manière dont elle réagit, sa relation avec Spike. C'est vraiment une femme, dans le positif comme dans le négatif. Et dans les notions à l'envers, donc la jalousie et la codépendance, voilà, c'est extrêmement bien choisi. Moi, personnellement, je vois plutôt l'impératrice pour son côté mental. Et pour moi, c'est aussi une personne organisée, qui une stratège. Ce qu'est, bon, organisé peut-être pas, mais le côté stratégie et mental est très présent chez Drusilla. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la carte? On a la poupée. Enfin, elle a souvent tout plein de poupées et qu'elle leur bande des yeux. C'est un personnage très étrange, hein. Un personnage que j'aime beaucoup. Alors, pour l'empereur, ils ont choisi Buffy. Buffy qui attend dans le cimetière, hein. Alors, le rider nous parle pour l'empereur de l'autorité, du pouvoir. C'est une figure paternelle. Elle fixe les limites, elle met une structure. Elle nous parle de racines. Et à l'envers, on nous parle de domination, de contrôle, d'abus de pouvoir, d'inflexibilité, de rigidité, de faiblesse et de problèmes d'ego. C'est très intéressant d'avoir mis une femme comme empereur. Je pense que le choix d'avoir pris Buffy est vraiment pertinent
Donc, en termes d'autorité et de pouvoir, bah, clairement, elle a hérité d'un très grand pouvoir. Euh, c'est une personne extrêmement indépendante, qui, ça c'est quelque chose qui est très développé dans la saison 2. Euh, au lieu de recevoir des ordres, finalement, elle crée une équipe autour d'elle. Et bah, quelque part, c'est elle qui distribue les tâches à tout le monde. Donc on a cette notion d'indépendance. Les notions négatives, donc la domination, le contrôle, l'abus de pouvoir, l'inflexibilité, les problèmes d'ego, euh, tout ça est très bien développé dans la dernière saison, la saison 7, où elle devient en gros chef de guerre des potentiels. C'est vraiment intéressant à quel point les différents... allez, dans la plupart des cartes, on a aussi bien le côté positif que le côté négatif. J'aime bien aussi le fait qu'elle regarde vers la gauche. Donc, en tout cas, dans le Marseille, c'est le cas. L'empereur regarde l'impératrice. Bon, ici, je ne suis pas sûre que Buffy consulte vraiment Drusilla, mais en tout cas, ça c'est respecté et ça me plaît. Je ne sais absolument pas si cette vidéo est intéressante ou pas. Pour moi, c'est intéressant, mais je ne sais pas si c'est intéressant pour vous. On passe au pape. Donc le hiérophante, la carte 5. C'est une de mes cartes préférées. Pas spécialement, enfin non, j'aime beaucoup Giles, c'est un de mes personnages préférés, mais dans le tarot en général, le hiérophante est une de mes cartes préférées, enfin le pape. Donc ici, ils ont choisi Giles, donc qui est l'observateur, the Watcher de Buffy, qui clairement et au fil du temps devient une figure paternelle, puisque donc le papa de Buffy est très peu présent. Ses parents ont divorcé un peu avant le début de la série, donc quand elle était ado. Clairement, il y a comme un manque de repères paternels dans la vie de Buffy, et Giles est la personne qui va au fil du temps euh, occuper ce poste d'une très belle manière. J'aime assez bien cette idée que, allez, souvent on parle de l'impératrice et de l'empereur comme étant les figures maternelles et paternelles. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, la figure paternelle, c'est le pape, et la figure maternelle peut se retrouver à d'autres endroits, notamment les reines. Mais pour moi, clairement, la figure paternelle, c'est dans le pape que je la mets. Même si beaucoup de gens voient le grand-père, mais bon, voilà. Moi, par rapport à mon vécu personnel, c'est vraiment plutôt le père. Donc le rider nous dit que le pape, c'est la tradition, la structure, le conformisme, partager des connaissances, enseigner, apprendre à obéir, non, apprendre, obéir, suivre les règles. Et à l'envers, c'est briser les codes, briser les règles, subir la pression des autres, ignorer les conseils du sage. Alors, clairement, Giles représente la connaissance, l'enseignement, donc c'est la personne qui fait les recherches, même s'il se fait aider par la suite par d'autres personnages, mais c'est clairement la personne qui détient les connaissances, qui détient les livres, qui arrive à faire le lien, quand on lui raconte un problème, qui arrive à faire le lien avec les livres pour trouver comment, comment se défendre, comment réagir. C'est lui qui fixe les règles finalement d'une manière positive. C'est vraiment la figure de l'enseignement. C'est lui qui met la structure aussi dans la bataille contre le mal. Cette notion de carte à l'envers, ce que je retiens, c'est ignorer les conseils du sage. C'est rigolo parce que je pense qu'il y a beaucoup de moments où, quelque part, Buffy ne lui... C'est pas qu'elle le respecte pas suffisamment. C'est pas une question... Elle ne le respecte pas d'une manière scolaire et militaire. Le respect se forme au fil du temps,
au fil de leurs expériences, au fil de ce qu'ils font l'un pour l'autre et de ce qui se prouve l'un à l'autre. Donc, de base, elle ne lui obéit pas parce qu'elle doit lui obéir, mais parce que ça devient une évidence dans l'idée que c'est quelqu'un qui lui veut du bien et qui l'aide à faire le bien. Donc c'est en ça que je trouve que l'idée du hiérophante et de l'image paternelle est extrêmement bien choisie avec ce personnage. Ici sur la carte, on le voit évidemment dans sa bibliothèque avec tous les livres ouverts devant lui. Je pense qu'il y a plein de références que je ne vois pas du premier coup d'œil. Voilà. Alors, pour la carte de l'amoureux, donc les amoureux dans le rider, de Lovers, la carte 6, nous avons Willow et Tara. Cette illustration est inspirée de l'épisode musical qui est dans la saison 6. Nous avons Willow et Tara qui s'étreignent comme elles le font dans cet épisode sur le pont en chantant leur amour l'une pour l'autre pour ce qu'elles font ensemble. Par rapport à la représentation classique, en tout cas traditionnelle, on a cette idée de choix représentée par les pommes, donc le pommier, avec le serpent qui monte à l'arbre pour rappeler le choix, le fait que c'était un choix pour Ève de croquer la pomme, puisque dans la carte des amoureux, on a toujours une notion de choix qui reste, même si elle est plus présente dans le Marseille que dans le Rider. Je suis désolée, je pense que je parle super vite, j'espère que c'est pas trop compliqué à suivre et que c'est agréable à écouter. Donc on va reprendre on va reprendre dans l'ordre. Les amoureux, donc à l'endroit, c'est l'amour, la relation amoureuse, l'entente, l'union, la dualité et le choix. Et à l'envers, c'est l'incompatibilité, la dispute, la rupture, le manque de compréhension mutuelle. De nouveau, c'est intéressant parce que dans cette saison, on a donc c'est là que Willow petit à petit sombre dans la partie négative, la partie sombre elle sombre dans la partie sombre de la magie, ce qui est une référence évidemment à l'addiction. Bon, la première chose à laquelle on pense, c'est la drogue, mais l'addiction de manière générale. L'attachement, le fait que Willow sombre petit à petit engendre des disputes et des tensions entre Willow et Tara, ce qui va mener à leur rupture, puisque Tara essaye de faire du bien à Willow, puisqu'elle se rend compte que c'est elle qui l'a autant fait rentrer dans la magie, donc elle se sent responsable de la déchéance de Willow, on va dire. Je sais absolument pas si c'est utile ce que je suis en train de faire comme description des cartes. Vous me direz. Si ça vous plaît pas, de toute façon, vous aurez déjà arrêté d'ici là. Mais voilà. Ensuite, on va passer... Je vais définitivement faire ça en plusieurs vidéos. On est déjà à 50 minutes et j'ai fait 6 cartes. Alors, pour la carte numéro 7, le chariot, nous avons Cordelia. Donc ici, on voit Cordelia représentée comme dans... Je pense que c'est dans la saison 1, c'est un des tout premiers épisodes quand Buffy est au bronze, rejoint ses amis au bronze et que elle, en poursuivant quelqu'un, je pense que c'est l'épisode où en poursuivant un vampire, elle agresse Cordelia par erreur et que Cordelia veut appeler, comme elle le dit, tous les gens qu'elle connaît pour les prévenir que Buffy est quelqu'un de bizarre. Je pense que c'est ça que ça représente, que cette illustration représente. On voit qu'il y a des vampires qui rentrent dans le bronze en arrière-plan.
Donc évidemment le chariot c'est la voiture, puisque Cordelia à cette époque-là, je crois que même tout au long de la série c'est le cas. Cordelia est la seule à avoir une voiture, elle est la seule à avoir suffisamment d'argent. Euh, Bah non, il y a Giles évidemment et Joyce, la maman de Buffy, mais dans les jeunes. euh, Non, il y a Oz aussi qui a son van. Bref, oh, ça va être horrible à regarder ces vidéos, je suis désolée si ça vous intéresse pas. Donc, disons, Cordelia est la seule à avoir une voiture. C'est un symbole de richesse, mais c'est aussi un luxe énorme puisque ça lui permet de se déplacer, d'être très indépendante. C'est une chose dont elle est évidemment très fière. Mais il n'y a pas que le fait d'avoir... Enfin, le chariot ne représente pas que la voiture en elle-même. Euh, donc on va reprendre la symbolique du chariot dans le rider classique. Donc c'est le contrôle, la volonté, focalisation sur l'objectif, avancée significative, progrès, réussite, confiance en soi. Et à l'envers, c'est avancer à l'aveuglette, sans objectif bien déterminé, se décourager, arrêter en cours de route, problème, dispute. Donc, c'est pas seulement le fait qu'elle ait une voiture qui fait que Cordelia est un bon choix pour le chariot, il y a aussi cette notion déjà de la volonté, puisque c'est un personnage quand même bon, qui au début est un peu insupportable, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de volonté. Euh, c'est quelqu'un qui est très focalisé sur ses objectifs, qui va souvent de l'avant, hein. C'est pas quelqu'un qui se morfond sur le passé. C'est quelqu'un qui va vers le progrès, vers la réussite, qui est très fier de ça. Et la notion de confiance en soi est très importante chez Cordelia. Euh, c'est ça qui lui donne ce charisme, ce, oui, cette force de toujours rayonner, en fait, finalement. Même si voilà, c'est un personnage au départ assez méchant, mais qui par la suite devient, euh, devient beaucoup plus agréable. Euh, En tout cas, je pense que la raison pour laquelle on l'a choisi pour cette lame, c'est cette notion d'aller vers l'avant et d'avoir confiance en soi. Puisque c'est aussi quelqu'un qui représente, enfin que sa famille en tout cas représente la réussite financière, matérielle. Voilà, la volonté, l'avancée et la confiance en soi. C'est un excellent choix très surprenant, mais je trouve que les lames ont été vraiment réfléchies. C'est pas la première idée, enfin peut-être que c'est le cas, hein, que l'auteur a eu des idées très spontanées, mais il y a une réflexion vraiment dans chaque lame. C'est un travail soigné. On continue avec la force, donc la lame numéro 8. Donc ici on a Dawn, donc la petite sœur de Buffy. Donc elle apparaît dans la saison 5, puisque donc dans les saisons de 1 à 4, Dawn n'était pas là, Buffy était fille unique, elle n'avait pas de sœur. Et quand la saison 5 commence, Dawn est là comme si elle avait toujours été là. Comme si c'était normal que Buffy ait une sœur, tout le monde... Enfin, c'est pas que tout le monde l'accepte, c'est un fait, Buffy a toujours eu une sœur. Petit à petit, on comprend que, que Dawn est, bon, c'est une personne humaine qui a été créée, mais à partir d'une énergie qu'on appelle la clé, et qui est recherchée par une déesse démoniaque pour rejoindre sa dimension, Gloria. Glory en anglais. Si vous ne connaissez pas bien la série, mon discours est incompréhensible. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi Dawn pour représenter la force? De base, la force, c'est Buffy. C'est ça son pouvoir. C'est la première chose à laquelle on pourrait penser. C'est en tant que tueuse, bon, Buffy a différents pouvoirs, certains plus subtils que d'autres, mais clairement, la première chose qu'elle a, c'est la force. Mais c'est pas elle qu'on a choisi pour représenter cette carte. Pourquoi? Parce que dans le Rider, il faut se rappeler que bah, c'est pas un gros mec malabar, c'est pas Hercule qui ouvre la gueule du lion de force, qui est représenté dans le Rider, c'est une jeune femme toute délicate qui s'occupe presque plus d'un lion. Enfin, en tout cas,
il n'a pas l'air de forcer le lion à ouvrir la gueule. Donc c'est toujours une force imagée. Que représente la force dans le rider? Donc la motivation, la concentration, le contrôle, la confiance en soi, l'endurance. Et à l'envers, c'est la peur, l'anxiété, abandonner, laisser tomber et perdre le contrôle. Donc ici, on a choisi de représenter Dawn, donc qui n'a clairement pas du tout la force physique de Buffy. Cette illustration, je pense que c'est une référence... je pense que c'est le dernier épisode de la saison 6, donc, où Buffy et Dawn sont tombées dans un trou, plus ou moins. Elles essayent de sortir et Willow, pour les occuper, réveille des morts, enfin des squelettes qui sont enterrés sous terre. Et donc Buffy et Dawn doivent défendre leur vie contre ces créatures. Et c'est suite à cette bataille que Buffy prend conscience de la force qu'il y a en sa sœur, puisque depuis toujours, enfin depuis qu'elle est là en tout cas, elle affronte tout ça avec beaucoup de courage. Quelque part, c'est suite à cet événement que Buffy décide d'apprendre beaucoup plus de choses à Dawn, de l'emmener en patrouille, de lui expliquer comment se défendre, donc de développer la force qu'a sa sœur. Il y a une autre force chez Dawn dont on parle dans la saison 7, donc la saison où Buffy rassemble toutes les tueuses potentielles pour les protéger. Il y a un moment, il y a un malentendu et on pense que Dawn serait une des tueuses potentielles. Puis il s'avère que non, que voilà, il y avait une mauvaise compréhension et que non, c'était pas de Dawn qu'on parlait. Et donc, Dawn doit vivre cette déception, cette déchéance du statut de élue potentielle à jeune femme ordinaire. Et extérieurement, elle le vit très bien. Elle continue ses recherches du mieux qu'elle peut pour soutenir sa sœur, faire avancer le schmilblick. Et Alex souligne... lui, Alex... Enfin, personne ne fait attention à Dawn. Voilà, elle continue ses recherches. Personne ne souligne la déception qu'elle a dû traverser. Mais Alex le voit, puisque lui aussi, c'est le personnage qui reste ordinaire, qui n'a pas de pouvoir, qui n'est jamais promu au rang d'une personne spéciale. Alex le voit chez Dawn, cette déception, et souligne le courage dont elle fait preuve en continuant les recherches, comme si de rien n'était. Et c'est ce moment-là où Dawn se montre aussi forte. Et c'est un autre type de force. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur cette carte. 1h01, vous êtes courageux. Carte 9, l'ermite. Donc on a choisi de représenter Oz, donc qui est le petit copain de Willow, premièrement. Deuxièmement, c'est le guitariste du groupe The Dingoes Ate My Baby. Et troisièmement, c'est un loup-garou. Pourquoi c'est intéressant d'avoir pris Oz comme ermite? C'est un peu une évidence, dans le sens où Oz est quelqu'un de très discret, de très mystérieux, qui ne parle pas énormément. On sent qu'il se passe pas mal de choses dans sa tête, mais il ne les communique pas nécessairement beaucoup à l'extérieur. C'est quelqu'un de plutôt introverti. Dans la saison 4, je crois que c'est dans la saison 4, quand ils sont à l'UNIF, ils se séparent de Willow.
Et le fait de se séparer, il perd complètement le contrôle, donc il se rend compte qu'il devient loup-garou, même en dehors des saisons de pleine lune. Oui, c'est la saison 4, puisqu'il y a l'initiative. Pardon. Donc il se rend compte qu'il maîtrise absolument pas son pouvoir. Que bah, non seulement dès que c'est la pleine lune, voilà, ça c'est... on va dire que c'est la tradition, mais le pouvoir est beaucoup plus fort que lui, il est incapable de le gérer, mais avec des émotions trop fortes, il peut se transformer pouf comme ça, sans enfin, voilà, il ne gère pas son pouvoir, il ne gère pas ses émotions, et il se rend compte qu'il est un danger pour les gens qu'il aime et pour lui-même, et donc il décide de faire une retraite. Il quitte Sunnydale, donc l'acteur quitte la série pendant un moment, et il fait une retraite, je pense que c'est au Tibet, avec des moines pour apprendre la méditation, la prière, pour se concentrer, trouver son équilibre interne, s'enraciner, s'ancrer. Donc bah, tout ça, clairement, ça renvoie à cette notion d'ermite, puisque dans le rider, donc l'ermite à l'endroit, c'est la sagesse intérieure, la recherche spirituelle, c'est clairement ce qu'il va faire. La solitude, c'est un personnage extrêmement solitaire et extrêmement taiseux. Le calme, la mise en retrait, l'enseignement et l'enseignant. Alors, à l'envers, c'est la répétition des mêmes erreurs, le manque de discernement et la solitude trop pesante. Donc, je pense que c'est plus pour le côté positif de l'ermite que Oz a été choisi. Mais donc voilà, pourquoi Oz? Eh bien pour justement cette recherche spirituelle qu'il a effectuée, pour ce côté calme, ce côté solitaire. Euh, voilà. De nouveau, il n'y avait pas de fin. Pour la route fortune, nous avons donc la carte numéro 10. Nous avons donc une représentation de la première tueuse. Je ne sais plus si on dit la tueuse primitive dans la série ou pas, je ne sais plus. Pourquoi la roue de fortune? Je pense que ça évoque le côté aléatoire. C'est-à-dire que chaque tueuse a été peut-être pas choisie au hasard, mais euh, le fait d'être choisie à tel moment ou pas, ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend du moment où la tueuse va être appelée, si on est encore suffisamment jeune, si on est déjà suffisamment âgé, euh, dans quelle zone géographique on pourrait avoir le plus besoin de, de la force de la tueuse. Euh, donc pour moi, ça fait référence au côté aléatoire de la réussite dans la vie, qui a énormément de... Bah, par exemple, quelqu'un qui aurait, je ne sais pas, du talent en musique, par exemple, euh, il peut ne pas percer alors qu'il a du talent, alors qu'il y a du travail, et inversement. Enfin, il y a tellement de paramètres en jeu, euh, on ne sait pas toujours comment ça va se passer et on n'est pas maître de chaque étape. On peut pas toujours, on peut pas tout choisir en fait. C'est un peu l'inverse de, des valeurs américaines. Si tu veux vraiment quelque chose, tu finis toujours par y arriver. Ben non, pas toujours. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres en jeu. Je vous lis la définition du rider. Donc à l'endroit, c'est la chance, le karma, le changement, les améliorations, le destin, les cycles de la vie. Et à l'envers, la malchance et des forces négatives à l'œuvre. Donc pour moi, on est vraiment ici sur cette notion de chance, mais dans l'idée pas spécialement, pas la chance dans le sens le trèfle à quatre feuilles, plutôt ça se passe parce que ça devait se passer, euh, parce que les choses se sont enchaînées comme ça, mais qu'on n'a pas le contrôle sur tous les événements. Cette notion de destin, euh, oui, c'est chance et malchance en même temps. Voilà, c'est peut-être que dans le bouquin ils vont développer autre chose, mais moi c'est ce que je reçois comme info en voyant cette carte.
Alors, pour la carte 11, la justice, les auteurs ont choisi Angel. Alors, la justice, qu'est-ce que c'est? Dans le rider, c'est l'honnêteté, la vérité, la justice, peser le pour et le contre, l'équité, et à l'envers, c'est l'injustice, les préjugés ou se faire avoir. Je suis un peu étonnée par cette description de la justice. Moi, je serais plutôt sur une notion de la justice dans le sens la balance entre le bien et le mal, et aussi faire ce qui paraît juste, avec cette notion de c'est pas parce que c'est légal que c'est juste, c'est pas parce que c'est juste que c'est légal. Si vous voyez la subtilité qu'on peut faire essayer de faire le bien. Après bon, ça aussi c'est sujet à controverse, le bien, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est plutôt ça que personnellement je vois dans la carte de la justice. Et je trouve ça beau de choisir Angel pour représenter la justice, puisque au fil de l'histoire, il nous apparaît comme un personnage plutôt bon, qui essaye d'aider Buffy, puisqu'il a une âme qui lui a été rendue de force, comme une sorte de malédiction, et qui lui a redonné la notion de bien et de mal, contrairement aux autres vampires et aux autres créatures démoniaques qui n'ont soit plus cette notion, soit qui ont plutôt à cœur de faire le mal. Angel représente cette obligation finalement de faire le bien pour se racheter, pour rebalancer le karma. Quelque part, on ne peut pas racheter le mal qu'on a fait. Et je pense que c'est clairement ce que le personnage exprime et défend, mais en tout cas, c'est la meilleure solution qu'il trouve pour racheter sa conscience. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Alors, le pendu, les Hanged Men, carte 12, ils ont choisi de représenter Spike, qui n'est pas objectivement pendu. C'est simplement que donc il est couché sur son cercueil et la caméra, si je peux dire, est disposée d'une certaine manière à laisser penser qu'il est pendu, mais il ne l'est pas. Parce qu'il y a toujours dans le rider, enfin dans le tarot en général, cette notion que quand on dit le pendu, ça fait peur, évidemment. On pense à une exécution, à quelqu'un qui a été puni et dont la vie est en jeu de par le fait d'être pendu. Enfin, c'est à ça qu'on pense quand on dit un pendu. Et dans le rider, il y a toujours cette notion que le pendu s'est pendu lui-même. Il est pendu par les pieds et non pas par la tête. Donc il n'en meurt pas sur le moment. Et il y a cette notion, donc le pendu s'est pendu de lui-même. Donc c'est un choix pour changer de point de vue, voir le monde différemment. Donc je vous lis la définition du rider. Donc à l'endroit, c'est le lâcher-prise, la foi, la capitulation, la suspension, l'attente. Et à l'envers, on a se sentir ou être piégé, l'absence de lâcher-prise, les prises de tête et les ressentiments. Ça c'est marrant, sur ce site on n'a pas trop cette notion de changement de point de vue. Pourtant moi c'est justement cette notion que je trouvais intéressante dans le choix de Spike, puisque donc au départ c'est un méchant. Donc dans la saison 2 c'est le méchant de la saison 2 hein, avec Drusilla. Il revient plusieurs fois dans les saisons jusqu'à la saison 4 où l'initiative, donc l'entreprise gouvernementale qui étudie les démons on va dire, lui pose un implant, donc une puce, qui le rend incapable de s'attaquer aux êtres humains. Mais Spike, il a besoin de violence, un besoin d'en découdre avec les gens avec lesquels il n'est pas d'accord, ce qui fait référence au style un peu, cette notion un peu punk qu'ils ont développé pour le personnage. Et donc, pour assouvir ce besoin, il décide de continuer à
à se lancer dans des combats, mais cette fois-ci du côté des gentils, donc il combat les démons. Ce qui le fait passer d'un clan à l'autre, plus ou moins, enfin pas du tout de manière fluide, puisqu'il reste un peu... pendant longtemps, il est vraiment un personnage très décalé, très en retrait, il fait partie des gentils, mais pas vraiment parce qu'il est méchant avec tout le monde, enfin il est odieux avec tout le monde, ce qui est très rigolo évidemment, un personnage que j'aime beaucoup. Et puis dans la saison... je crois que c'est dans la saison 6, au fil du temps, il se rend compte qu'il développe une sorte d'attirance qui se transforme ensuite en amour pour Buffy. Mais les choses sont très complexes et je trouve extrêmement bien traitées. Il y a une dimension toxique dans l'amour entre Buffy et Spike, puisque Buffy va très mal, hein, elle a été ramenée d'entre les morts et le vit très mal. Mais elle développe avec Spike une sorte de relation très intense, très passionnelle, basée sur le sexe, pour retrouver des sensations d'être en vie finalement. Spike est du côté des gentils, mais c'est toujours compliqué, c'est toujours avec beaucoup de sous-texte, beaucoup de oui mais. Spike est toujours l'élément externe au Scooby Gang, à l'équipe des gentils, on va dire, des héros, des personnages principaux. C'est toujours celui qui voit les choses un peu différemment, qui est là pour des raisons un peu différentes. Donc c'est en ça que je trouve qu'il est bien choisi pour le pendu, c'est qu'il représente le fait d'être là, d'être présent, mais quelque part de n'avoir rien à faire là où on est, et donc d'être capable d'avoir un nouveau regard sur une situation, d'être le regard extérieur. Savoir porter un regard extérieur sur une situation et se demander aussi pour quelles raisons on est là et pour quelles raisons on fait ce qu'on fait. Un petit clin d'œil à la tasse qu'il vole, qu'il utilise chez Giles, qui dit Kiss the Librarian. Comme d'habitude, ça tombe complètement à plat, mais je pense que mes infos sont là. Bref. L'Arcane 13. Pour moi, il n'y a pas de nom à cet arcane, puisque moi, je viens du Marseille. Dans le Rider, c'est la mort. Death. Donc, pour la mort, ils ont choisi de représenter les gentlemen. Donc là, on est dans la saison 4. Je suis un peu étonnée par cette représentation. Quelque part, visuellement, c'est un très bon choix parce que c'est un épisode extraordinaire. C'est un épisode où, en tout cas, pendant une longue partie de l'épisode, il n'y a aucun dialogue puisque tout le monde, les gentlemen volent les voix des gens. Donc il y a toute une partie quelque part de film muet. Enfin, pas muet parce qu'il y a du son, il y a les bruitages, il y a la musique, mais il n'y a pas de dialogue. Donc les gens doivent trouver une manière de communiquer sans parler. Ce qui, d'un point de vue cinématographique, est très très intéressant. Donc je suis contente que ces gentlemen soient présents dans le tarot parce que c'est un très bel épisode, c'est bien de lui rendre hommage. Visuellement, c'est assez ouf hein, comme épisode, et notamment le gentleman principal est joué par... comment s'appelle-t-il? C'est un mime qui joue aussi dans les films Del Toro. Duke Jones, des mouvements très élégants et très intéressants. Mais je suis un peu étonnée qu'ils aient choisi cette carte pour la mort, dans le sens où est-ce que ces méchants représentent plus la mort que n'importe quel autre méchant? Vous allez me dire, il fallait bien en choisir un. Moi, personnellement, je me demande si j'aurais pas choisi le maître, donc le vieux vampire, le méchant de la saison 1. Ça aurait été beaucoup moins beau visuellement, mais je pense que moi, si j'avais dû le faire, c'est à ça que j'aurais pensé.
Que nous dit le rider sur l'arcane sans nom? Donc la fin, le changement, la transition, la libération. À l'envers, c'est la stagnation, la résistance au changement et l'incapacité à aller de l'avant. Il y a une chose qui se passe dans cet épisode, c'est que durant cette bataille sans dialogue, Buffy et Riley se rencontrent. Enfin non, ils se sont déjà rencontrés en tant que civils, mais ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux, ils ont tous les deux un travail secret en combattant les forces du mal. Donc la notion d'identité secrète se brise pour eux deux à la fin de cet épisode. Donc de ce point de vue-là, je peux imaginer que ça représente un changement, une transition, une obligation d'adopter une nouvelle vie et d'aller de l'avant. Sinon, c'est sûr que de toute façon, il représente la mort. Mais est-ce que eux plus que quelqu'un d'autre? Je me demande si c'est pas plus un choix esthétique ou un désir de faire référence à un très très bel épisode. Je ne sais pas. Pour ça, je devrais peut-être lire le livre du concepteur. Je n'ai pas d'autres infos à vous signaler pour le moment. Alors, carte 14, la tempérance. Je me pose une question, ça n'a rien à voir avec la carte. Pourquoi est-ce que tout le monde s'échigne à dire non, non, ce n'est pas la tempérance, c'est tempérance? Je trouve ça curieux. Bref, si vous avez une réponse, dites-moi. Donc, qui on voit ici, c'est Joyce, donc la maman de Buffy. Elle est responsable d'une galerie d'art. Elle n'est pas artiste elle-même, mais elle gère des collections d'art dans un musée. Et il y a un détail que j'adore, c'est le masque ici. Donc c'est un ancien masque africain. Je crois que c'est au début de la saison 3, je pense, puisque c'est un peu après que Buffy ait fait de la fugue. Donc à la fin de la saison 2, elle tue Angel, ce qui fait qu'elle fugue parce qu'elle ne peut pas supporter ce qu'elle a traversé. Et je pense qu'au début de la saison 3, elle revient. Et c'est dans un des premiers épisodes de la saison qu'il y a ces masques qui rendent les gens une sorte de zombie. Et il y a une réplique que j'adore. C'est Giles qui fait le lien entre la présence de ces masques et ce qui se passe. Et il y a une scène où justement il quitte la bibliothèque de l'école pour aller vers chez Buffy pour essayer d'aider. Et il dit, avec son accent anglais irrésistible, il dit Oh, have you seen my mask? He rises the dead. Americans. Enfin, c'est hilarant. Quand vous êtes dans l'épisode, c'est hilarant. Donc, Joyce représente la tempérance. C'est un personnage très doux, très compréhensif. C'est une très belle représentation de la maman dans la série, en tout cas. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est une bonne carte alliée à l'énergie maternelle. C'est quelque chose qui me parle. Donc le rider nous dit qu'à l'endroit, ça représente la modération, l'équilibre, la guérison et la patience. À l'envers, ça représente le déséquilibre, le chaos, l'anxiété et les disputes. Donc je pense que c'est plus pour cette idée d'équilibre et de patience, parce que je pense que dans la série, c'est vraiment ce que Joyce représente. C'est pas du tout la mère parfaite, c'est pas la mère qui va tout comprendre, mais c'est une mère finalement très, très juste. Évidemment, moi
j'ai connu la série quand j'étais ado. Donc j'avais plus ou moins... Buffy est un peu plus âgée que moi. Mais au moment où j'ai connu la série, clairement, je m'identifiais plutôt aux adolescents. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'âge de Joyce. Donc oui, avec le recul, on voit les personnages différemment aussi. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment pour cette idée cette notion d'équilibre, de patience, et la notion de guérison aussi. C'est toujours vers sa maman qu'on se tourne quand on est blessé quelque part, que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Et je pense que Joyce est un très beau personnage de maman. Voilà. Alors, pour le diable, la carte numéro 15, nous avons Willow à la fin de la saison 6. Donc, au moment où elle perd le contrôle, où elle perd... quelque part, elle perd la raison, donc sous l'emprise de la colère, vu que Tara a été tuée par accident, même si, comme elle le dit elle-même, euh, Warren, au lieu de tuer sa meilleure amie, a tué sa petite amie. Donc, clairement, ce qui est intéressant, c'est elle a toutes les raisons d'être en colère. Et c'est un peu ce que le diable nous dit. Donc, à l'endroit, sur le diable, on est sur le matérialisme, la négativité, l'addiction, la jalousie. Et à l'envers, sur la libération, la renaissance et le changement positif. C'est clairement, je pense, sur la notion d'addiction qui nous renvoie, puisque Willow était en train d'essayer de guérir de son addiction à la magie. Et la perte de Tara lui fait perdre tous les repères. Et c'est via l'expression de la magie que s'exprime ce mal-être, cette colère. Donc voilà, je pense que c'est pour cet aspect-là qu'elle a été choisie pour le diable. Pour carte numéro 16, la maison Dieu ou la tour, the tower. Donc ici, on est tout à la fin de la saison 5. Donc la tour, c'est une structure qui a été mise en place par les... comment on appelle ça, les mignons, je pense, de Gloria, donc les espèces de petites créatures, les petits moines qui l'accompagnent et qui l'aident. Et donc, à la fin de la saison, le sorcier qui aide Gloria blesse Dawn. Donc, il se trouve au sommet de cette tour. Et c'est la blessure de Dawn qui fait que les limites entre les différentes dimensions sont rompues. Enfin, quelque part, on ouvre un passage d'une dimension à l'autre, ce qui va permettre à des dimensions démoniaques d'entrer dans notre dimension, ce qui va potentiellement générer le chaos. Je trouve ça extrêmement intelligent d'avoir choisi cette représentation pour la Maison Dieu, puisque, en plus d'être visuellement, quelque part, c'est la seule tour de la série, mais ce que ça représente est extrêmement pertinent, puisque pour sauver sa sœur, Buffy va se jeter dans cette faille entre les dimensions pour la refermer. Donc ça nous renvoie directement à la signification traditionnelle de la carte. Je vous lis la définition du Rider. Donc c'est le chaos, le changement brutal, la révolution, y compris spirituelle ou intérieure, un coup dur, un accident. À l'envers, c'est le calme avant la tempête, un changement de moindre magnitude, une peur du changement ou une crise évitée. Donc ici, on est clairement dans la signification à l'endroit de la carte, puisque c'est... on nous parle clairement de chaos et de changement brutal, mais aussi d'un sacrifice. Finalement, le sacrifice ultime, hein, puisque Buffy donne sa vie pour sauver non seulement sa sœur, mais aussi le monde, une fois de plus.
c'est intéressant parce qu'il y a cette notion d'accident. Euh, Ce qui est chouette, c'est que le moment où Dawn est blessée, quelque part, le grand méchant a déjà été vaincu, c'est Gloria. Donc finalement, les gentils ont réussi à régler le problème du méchant. Et c'est ce petit sorcier auquel personne ne prêtait attention qui blesse Dawn. Donc c'est presque par accident en fait que ça arrive. Et c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à la notion de ce qui va générer des problèmes n'est pas toujours la chose la plus évidente, la plus visible. Euh, et enfin, cette notion aussi qu'on ne sait pas toujours tout contrôler. On avance. 1h38, tout va bien. Carte 17, l'étoile. Pour l'étoile, ils ont choisi de nous représenter Kendra. Donc c'est la deuxième tueuse. Donc à la fin de la saison 1, Buffy meurt pendant quelques secondes, quelques minutes. Donc le fait que Buffy soit morte pendant quelques instants, ça a activé euh, l'éveil d'une nouvelle tueuse, puisque à chaque fois qu'une tueuse meurt, une autre est appelée pour continuer à protéger l'humanité. Et donc à la mort de Buffy, c'est Kendra qui a été appelée. Et donc on découvre Kendra dans la saison 2. Kendra, c'est un peu le personnage, la tueuse, la tueuse parfaite, dans le sens où c'est quelqu'un de très studieux, de très dévoué. Euh, Elle a fait des sacrifices énormes pour être capable d'assumer son rôle de tueuse. Des sacrifices que, enfin, non pas que Buffy n'a pas fait de sacrifices, mais en tout cas pas du tout les mêmes et pas du tout aussi extrêmes que ceux que Kendra a fait. Et pourtant, elle reste très peu de temps. Elle se fait tuer très rapidement. Je pense que c'est dans la saison 2 qu'elle se fait tuer, puisque c'est Drusilla qui la tue. Et Drusilla, c'est le méchant de la saison 2. Donc je pense qu'elle ne reste que quelques épisodes. Pourquoi l'étoile? Donc qu'est-ce que c'est dans le Rider? Donc c'est l'espoir et l'optimisme, la spiritualité, le bien-être, les souhaits exaucés. Et à l'envers, ça représente la déception, la tristesse, la perte d'espoir et le manque existentiel. Je ne sais pas du tout si c'était voulu, mais le fait qu'il y ait une autre tueuse, potentiellement pour Buffy, ça représente un espoir de pouvoir mener une vie normale, dans le sens où si elle n'est pas la seule et qu'elle n'a pas... Si elle n'est pas la seule tueuse, elle a un espoir de pouvoir déléguer, en tout cas une partie du rôle à, à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a cet espoir de si quelqu'un d'autre peut assumer la mission, moi je peux vivre ma vie plus ou moins normale. Euh, Quand Kendra a été tuée, c'est Faith qui a pris le relais. Le problème de Faith, c'est que elle a sombré assez rapidement dans du côté sombre. Euh, et donc, bien sûr, Buffy a dû continuer à représenter les forces du bien à temps plein, je vais dire. Euh, donc voilà, pour moi, c'est en ça que Kendra représente l'espoir. C'est par le fait de, en tout cas pour Buffy, d'être la remplaçante quelque part. Comme si Buffy aurait le droit de d'assumer moins de responsabilités. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir choisi Kendra, c'est cette notion de spiritualité auquel je ne pensais pas nécessairement pour l'étoile. Euh, Parce que je pense que c'est quelqu'un de... Par rapport à Buffy, donc c'est quelqu'un de beaucoup plus impliqué dans sa mission, euh, qui vit sa mission de manière beaucoup plus sacrée. Euh, donc il y a une sorte de dimension spirituelle
qui est présente chez Kendra et qui n'est pas du tout présente chez Buffy, en tout cas à l'étape où Kendra apparaît. Voilà. Je ne sais pas si c'est ça que les auteurs ont voulu représenter, mais en tout cas c'est ça que je reçois là comme ça en voyant la carte. Alors, pour l'arcane 18, la lune, j'en parlais, nous avons Faith. Donc Faith, c'est la deuxième tueuse, dans le sens où Buffy est la tueuse principale, Faith la deuxième, donc celle qui a été appelée ensuite, et qui succède à Kendra au moment où Kendra est morte. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie pour représenter la lune? Je pense que c'est en référence au fait qu'elle n'est pas fiable, qu'elle s'est rangée du côté des méchants. Ça paraît toujours con quand je dis les gentils et les méchants. Mais donc c'est dans la saison 3 qu'on fait sa connaissance et qu'elle change de camp. Donc elle rejoint le maire Wilkinson. Donc c'est lui le grand méchant de la saison 3. Après on peut se poser la question, est-ce que c'est le maire le méchant ou est-ce que c'est justement Faith? Ça c'est une bonne question. Je dirais que c'est quand même le maire le méchant. Donc la lune représente les rêves, l'intuition, les manifestations de l'inconscient, les peurs, l'anxiété, les illusions, l'imagination. Le côté négatif, c'est les révélations, les trahisons et la vérité éclate. Autant je vous disais que Kendra était un peu la tueuse parfaite, donc la présence de Kendra présentait Buffy comme un peu la tueuse entre guillemets qui n'en fait qu'à sa tête. À l'opposé, la présence de Faith fait passer Buffy pour la bonne élève, la petite gentille qui suit bien les règles, autant les règles vis-à-vis de son protecteur que les règles de politesse, les conventions sociales pour bien s'habiller, bien se comporter. Faith, c'est un peu la rebelle, quoi. Mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément d'intuition et sans doute beaucoup d'angoisse et beaucoup de blessures cachées, qui fait preuve aussi d'énormément d'imagination. Je trouve que le choix n'est pas évident de prime abord, mais il est très intéressant. La notion d'illusion aussi, que c'est difficile de se fier à Faith puisque elle a été agent double, elle a été d'un côté puis de l'autre, et puis dans la saison 7 elle revient prêter main forte à Buffy. Il y a la notion de trahison aussi. Donc voilà, c'est un excellent choix, je pense. Alors, carte 19, on arrive petit à petit au bout, j'aurai 2 heures rien que pour les arcanes majeures. Tout va bien. Alors, pour le soleil, ils ont choisi de représenter, je crois que c'est dans le dernier épisode, c'est la fin du dernier épisode de la saison 7, donc vraiment la toute fin de la série, le moment où, en gros, c'est grâce à l'aide de Spike que la bouche de l'enfer peut être refermée. Donc Spike se sacrifie pour sauver le monde, pour sauver Buffy, pour l'aider à accomplir la mission qui est la sienne. Donc c'est un moment absolument magnifique qui est c'est une merveilleuse manière de clore l'arc narratif du personnage. Quelque part, c'est très très dommage d'avoir ramené Spike dans Angel, parce que ce moment, c'est un peu la fin parfaite. Donc le fait de le ramener, ça gâche un petit peu ce moment, même si en soi il est savoureux dans Angel, donc je comprends l'envie des scénaristes, mais
voilà, j'aurais eu envie que sa vie s'arrête à ce moment parce que c'est vraiment magnifique comme scène. Euh, donc le soleil, qu'est-ce que ça représente normalement? Donc c'est l'optimisme, la joie, la naissance, le succès, l'énergie et la santé. Et à l'envers, c'est un potentiel non atteint, se brûler les ailes, ne pas réussir à être bien. Euh, cette dernière définition me touche beaucoup parce que donc dans cette notion de ne pas réussir à être bien, euh, Spike a été récupérer son âme dans le but d'être assez bien pour mériter, euh, mériter d'être aux côtés de Buffy. Euh, et lui, il lui dit un nombre incalculable de fois qu'il l'aime, mais elle ne le dit jamais. Elle le dit à un seul moment, et c'est au moment où, juste avant qu'il meure, au moment où il va utiliser le pouvoir de ce médaillon pour fermer la porte de l'enfer. Euh, et quelque part, comment dire ça? Il lui dit enfin, c'est pas qu'il refuse sa déclaration, mais c'est comme si, c'est très très triste comme moment. C'est comme si il ne voulait pas que Buffy s'abaisse à lui dire qu'il l'aime, comme si c'était pas suffisamment vrai, comme s'il ne méritait pas l'amour qu'elle lui prêtait. C'est bouleversant, rien que d'en reparler, ça me touche. C'est vraiment très beau comme moment. Et je pense que c'est ça que les auteurs ont voulu représenter avec ce choix. Euh, il y a bien sûr la notion d'optimisme dans le succès. C'est une mission suicide, hein, finalement, quelque part, qu'il effectue en... Ah, il sait qu'il va mourir au moment où il fait ça, puisque justement, dans ce joyau, euh, je crois que c'est ça l'idée, c'est dans ce joyau est concentré tellement d'énergie que ça rappelle la puissance du soleil. Euh, et donc, étant lui vampire, forcément, ça va le tuer. Mais le but, c'est de tuer avec lui tous les méta-vampires, donc ces créatures-là qui sont sous terre et qui menaçaient de sortir pour conquérir le monde. Voilà. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter. Donc, il y a cette notion de succès, il y a cette notion d'un optimisme un peu désespéré dans ce cas-ci. Euh, et finalement, on retrouve cette idée de se brûler les ailes, puisque c'est une notion suicide, c'est une mission suicide. Et je vous dis en particulier cette notion de ne pas être assez bien pour mériter, mériter ce qui nous arrive. Et sans doute que le personnage lui-même ne se sent pas euh, comme comme s'il ne méritait pas d'être le sauveur du monde. Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus. Alors, avant-dernière carte des arcanes majeures, le jugement, numéro 20, nous avons Anya, donc dans la boutique de magie. Donc ici, on la représente, on sent qu'elle nous juge, hein, quand on la regarde, elle, elle n'a pas l'air accueillante et ouverte. C'est rigolo parce qu'il y a tellement de détails cachés qui rappellent les épisodes, notamment la main momifiée, enfin, c'est super drôle l'épisode avec cette main. Euh, Bref, donc, Anya pour le jugement. Euh, Pourquoi le jugement? Clairement, elle, euh, elle, elle juge les clients. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait facilement confiance. De par son vécu, elle est devenue démon en pratiquant la sorcellerie, en essayant de se venger de son époux infidèle. Elle connaît les travers de l'humanité, puis pendant des centaines, voire des milliers d'années, euh,
elle a aidé les femmes bafouées à se venger. Donc clairement, elle a exploré les parts sombres de l'humanité. Donc elle sait à quel point elles sont présentes. Et en devenant elle-même euh, humaine, elle, elle a énormément de mal aussi à s'adapter aux conventions sociales. C'est-à-dire que, bien sûr, elle juge les gens puisque elle ne fait pas confiance aux gens, mais elle est énormément jugée elle-même, dans le sens où, comme elle n'est pas consciente des conventions sociales, elle dit des choses qui ne se disent pas, d'une manière qui ne se dit pas. Euh, et donc également, ça nous renvoie parfois à la complexité de s'entendre et de se respecter quand on a des cultures différentes. De ce qui est bien vu ou ce qui est positif dans une culture peut être négatif dans une autre culture. Moi, c'est clairement à ça que ça me renvoie. Euh, donc le jugement, normalement, dans le Rider, donc on parle de mission, de vocation, de réveil, d'éveil, une décision finale. Et à l'envers, on parle de déni, d'ignorance, d'erreur de jugement et d'être jugé à tort. Euh, ouais, le fait d'être jugé à tort, c'est quelque chose qui revient très fort dans l'arc narratif d'Anya. Euh, c'est rigolo parce que cette notion d'éveil ou de réveil, ça renvoie un peu à le fait elle redécouvre ce que c'est d'être humaine, en tout cas d'être humaine aujourd'hui, puisque bon, elle a été humaine, mais autant au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge même, d'après les flashbacks qu'il y a. Mon petit chat sort de l'armoire. Il y a aussi cette notion de... Anya est ouvertement vénale. Elle se fait énormément juger pour ça, mais elle juge aussi les gens parce que c'est comme si elle a compris des codes de la société dans le sens où elle a compris l'intérêt de l'argent, ce que ça représente et pourquoi il faut en avoir. Mais il y a énormément de tabous et d'hypocrisie autour de l'argent. Et c'est quelque chose qu'elle a du mal à gérer puisqu'elle, justement, elle n'a pas les codes de qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui ne se dit pas. Voilà. C'est les pistes de réflexion que j'ai à vous offrir autour de cette carte. Alors, dernier arcane majeur, le monde. Donc ici, on est à la fin de la saison 3. C'est la scène, donc c'est au bal de fin d'année. Donc la clôture des années d'école pour Buffy avant qu'elle aille à l'université. Et cette ombrelle qu'elle reçoit, c'est un cadeau. Donc au moment où il y a la remise des prix, donc il y a le roi et la reine de la soirée, il y a des prix du style le plus rigolo de l'année ou de l'école, enfin ça je me souviens plus exactement, qu'Alex espère avoir et qu'il n'a pas. Ils ont inventé une catégorie spéciale pour Buffy, donc qui est l'ange gardien, le protecteur de la promo. C'est une scène magnifique, la remise de cette ombrelle et de ce prix. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la carte du monde? C'est le sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire que le travail que Buffy a effectué pendant les 3 années où elle était au lycée de Sunnydale a été reconnu. Elle est considérée par les gens de son école comme étant quelqu'un qui les a aidés, qui les a protégés pendant tout ce temps. Donc c'est vraiment cette notion d'accomplissement et reconnaissance du travail qu'on a effectué et de ce qu'on représente.
Donc normalement, le monde, ça représente l'accomplissement, la réussite. Donc apprendre une leçon de vie, être en mesure de passer au chapitre suivant. Donc ça, c'est très intéressant puisque c'est la fin de ces années de... En Belgique, on dit le secondaire, donc le lycée. Puisque c'est vraiment ce qu'elle va faire. Hein. La saison 4, elle arrive à l'UNIF, donc c'est vraiment une porte qui se clôture, qui se ferme. Un chapitre qui se clôture, une porte qui se ferme. Euh, Ça évoque aussi le voyage, la mobilité. Et donc à l'envers, c'est l'inertie, la pause, l'arrêt, un cycle non terminé, des problèmes de mobilité. Donc ici, c'est clairement la notion d'accomplissement et d'avoir terminé quelque chose d'une manière positive avant de passer à la suite. Voilà. Définitivement, je vais faire en plusieurs fois. Parce que c'est impossible de faire une vidéo. Je ne peux pas faire une vidéo de 4 heures. Et encore 4 heures, je ne sais pas si je saurais faire les 56 mineurs en 2 heures. J'en sais rien. Voilà. Ici, je vous laisse avec les majeurs pour cette première vidéo. Je vais faire la suite. Je dois copier sur mon PC. J'ai même plus assez de place sur mon GSM. Il me reste 9 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était intéressant. J'espère que c'était compréhensible. J'ai peur que si vous connaissez super bien la série, bah, que c'est pas intéressant de m'écouter blablater parce que vous savez déjà tout. Et que si vous connaissez pas assez bien la série, que c'est incompréhensible. Mais voilà, pour moi c'était intéressant de le faire. Et j'avais de toute façon envie d'essayer d'explorer cette dimension. Donc voilà, je vais continuer avec les mineurs. Ça va venir. Je sais pas quand, mais ça va venir. Voilà. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais merci. Sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.